En compagnie d'Agathe, le développement chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte. On veut toujours continuer à jouer quand on voit des belles enfants de même. Effectivement. Bonjour Agathe. Bonjour. Donc, l'importance du jeu. Je le disais d'entrée de jeu, on a l'impression que c'est naturel, que ça va de soi. Mais pourquoi est-ce que le jeu est si important dans le développement de l'enfant? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, c'est une activité qui est essentielle au développement de l'enfant pour toutes les sphères de son développement. Là, qu'on parle du langage, de l'aspect de la socialisation, donc le développement psychomoteur, développement au niveau de la motricité globale, de la motricité fine. Donc, c'est important pour toutes les sphères et ça va les aider aussi à développer leur capacité à résoudre des problèmes, leur créativité et leurs initiatives également. Chez les animaux, là, on voit souvent la maman lionceau se tirailler avec ses enfants, puis les lionceaux qui se battent, ils apprennent à chasser de cette façon-là. Mais un bébé, lui, il va jouer avec des affaires, il va jouer, on apprend en faisant ça. Oui, effectivement, les enfants apprennent beaucoup par le jeu. C'est pour ça que c'est une activité qui est essentielle. Et moi-même, comme tu disais, Sophie, plus tôt, j'utilise beaucoup le jeu dans mon travail parce que ça permet d'apprendre dans une atmosphère qui est détendue, qui est stimulante, qui est amusante. Donc, nous, comme parents, c'est important de stimuler, de susciter ça le plus possible. Mais pour bien comprendre, il y a des étapes. Là. Je pense qu'un enfant d'1 an ne joue pas de la même façon qu'un enfant de 5 ans. Exactement. Quelles sont les différentes étapes du développement du jeu chez l'enfant? Donc, dès la naissance jusqu'à l'âge d'environ 18 mois, on parle du stade sensorimoteur. Donc, c'est une étape où l'enfant va beaucoup explorer les jouets, les objets dans son environnement. Il va apprendre à explorer son corps, son environnement avec tous ses sens. En fait. C'est la période où il met tout dans la bouche. Là. Exactement. Ça, hein? Et c'est un stade qui est normal. Donc, il ne faut pas nécessairement essayer d'enlever les jouets de la bouche, sauf si c'est dangereux, évidemment, mais c'est normal qu'il veuille tout porter à sa bouche. On dirait qu'avant de toucher, il veut goûter. Oui. Parce qu'il prend, mais il l'amène à sa bouche. Au lieu de le prendre, puis jouer avec, il va le prendre, puis il va vouloir le manger. Oui. Puis vers l'âge d'1 an, par la suite, là, les enfants vont comprendre que les objets ont différentes fonctions. Il va comprendre, par exemple, que le ballon, on peut le lancer, que les pages des livres, on peut les tourner, que l'auto peut rouler. Donc, c'est ce qu'on appelle le jeu fonctionnel. Après ça, vers 15-18 mois, c'est là que les enfants vont développer ce qu'on appelle le jeu symbolique ou le jeu de faire semblant. Donc là, ils vont imiter leurs parents, l'entourage, dans des situations de la vie quotidienne. Ils vont faire semblant de cuisiner, de donner à manger à un ourson. De ils vont jouer jouer au médecin. docteur. Exactement. Ça, là, ça devient un autre genre de jeu. C'est à cette étape-là aussi qu'ils vont faire ils vont simuler des choses avec leur petit bonhomme Lego ou Playmobil ou peu importe. Exactement. Puis ils peuvent prendre aussi un objet puis faire semblant que c'est autre chose. Par exemple, disons que je prends cette cuillère de bois-là, ben ça peut être un micro, ça peut être une baguette magique, ça peut jouer plein de fonctions, pas seulement pour mélanger des ingrédients dans une casserole comme celle-ci. Donc, donc prendre une raquette de tennis pour faire une guitare? Oui. C'est à cet âge-là? Exactement. Puis en fait, ils développent leur capacité d'abstraction quand ils font ça. C'est super important parce que ça va leur permettre d'utiliser d'autres symboles plus tard, comme les symboles associés au langage écrit, les lettres, les chiffres. Donc, d'où l'importance de développer le jeu de faire semblant. Les enfants qui vont être plus rigides dans leur utilisation des objets vont souvent avoir plus de difficultés à développer leur langage par la suite. Il y a des enfants qui ont de la difficulté à jouer, ça vient moins naturellement. Comment on peut les aider comme parents? Par exemple, les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble développemental vont souvent avoir un jeu plus répétitif. Donc, ils vont utiliser un objet de la même façon, ils vont pas nécessairement avoir des jeux sociaux et imaginaires, ils vont moins s'y intéresser. Donc, par exemple, pour aider un enfant à développer son jeu de faire semblant, ça pourrait être de rendre accessible à la maison des objets réalistes pour faire ce type de jeu-là. Par exemple, des aliments en plastique, jeux de cuisine ou des petits bonhommes, des Legos. Donc, les rendre accessibles à l'enfant, puis vraiment lui donner le modèle aussi, se mettre à sa hauteur, suivre ses initiatives, mais si on a des objets en double, exemple, chacun, on a notre chaudron et notre casserole, bien, on peut lui montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec ces objets-là, puis c'est plus facile pour l'enfant de reproduire le modèle à ce moment-là. Souvent, ces enfants-là, c'est pas de jouer seul, c'est de jouer avec quelqu'un d'autre. Hein? Des fois, jouer avec le parent, un enfant autiste, il va prendre quelque chose, il va être capable de jouer tout seul, ou il n'y a pas besoin de grand-chose, il va avoir 6 crayons, puis les 6 crayons, ça devient son monde, puis lui, il joue avec il peut les crayons, aligner, il va les aligner, il va ou faire les des explorer, mais ça va pas être très développé comme jeu. Exactement. Puis il y a des enfants aussi qui ont du mal à jouer à tour de rôle. Donc, par exemple, attendre leur tour, exactement. Il y a des adultes aussi. Oui, c'est vrai. Merci, Sophie, j'ai compris. Non, c'est pas ça que je disais. Mais oui, c'est vrai, ils se fâchent quand... C'est ça, il y a un âge aussi où il y a un apprentissage pour ça. C'est plus vers l'âge de 3 ans que les enfants vont apprendre véritablement à jouer ensemble. Avant ça, on parle plus de jeux parallèles, c'est-à-dire qu'ils vont jouer un à côté de l'autre. Ils peuvent vraiment tenir compte de l'enfant, par exemple, donner un jouet à un enfant qui pleure pour le consoler, mais il n'y aura pas de jeu ensemble. Ils vont plus jouer ensemble vers
vers 3 ans. Et 4-5 ans, là, c'est l'âge où le jeu symbolique est en pleine effervescence. Ils vont contribuer ensemble vers un but commun, comme construire une cabane avec des chaises, des coussins, des Mais on couvertures. a, à partir de ce moment-là, un peu comme le disait Sophie, le problème du partage aussi. On joue ensemble, on a besoin de l'autre pour jouer, mais là, on veut avoir les affaires qu'on ne veut pas prêter. Puis... Oui. Et ça aussi, c'est plus vers l'âge de 3 à 5 ans, là, le stade de jeu coopératif, où là, l'enfant va être plus enclin à partager ses jouets, puis aussi à respecter le tour de rôle, à comprendre qu'il doit attendre son tour quand c'est le tour de l'autre ami. Et puis, il va être plus enclin à respecter les règles d'un jeu. Puis après ça, plus vers 6-7 ans, là, on parle plus de jeux compétitifs, où il y a vraiment des règles établies, des jeux, par exemple, comme le serpent échelle, hein? Ça, les enfants que j'ai adorent ça. apporté ici. Ben, le dé, c'est une belle façon d'apprendre un peu à compter, hein, les points, tout ça. Exactement. D'avancer, descendre. Puis aussi, ce qui est le fun de ce jeu-là, c'est que c'est pas parce que tu es le premier, tu es en haut du jeu que tu vas gagner. Parce qu'à un moment donné, il arrive quelque chose que hop, tu redescends. Ça fait mal. Les enfants, des fois, sont pas contents. Oui, mais c'est aussi d'apprendre à gagner, apprendre à perdre. Puis que tout est encore possible. C'est ça que j'aime de ce jeu-là. Parlons des jouets, justement. L'abondance de choix de jouets que nos enfants ont aujourd'hui, là, ça en est presque Juste à la garderie, il y en a beaucoup. Oui, là, ils arrivent à la maison, ils en ont peut-être pas autant. Puis je pense, ce que tu dis aussi, c'est l'importance de travailler leur imagination, d'être capable de se faire des cabanes avec des coussins, de se faire une guitare avec une raquette, mais il demeure qu'ils ont des jouets. C'est quoi un bon jouet? Un bon jouet, je dirais, avant toute chose, c'est un jeu qui va intéresser l'enfant. Il faut que ce soit en lien avec ses intérêts, mais aussi qui va être polyvalent. Donc, on va pouvoir se servir de ce jouet-là de différentes façons. Si, par exemple, je prends cette voiture-là, donc qui a l'air un peu ordinaire, mais en fait, elle est faite avec des matières recyclées. Oui, belle! Oui, en fait, l'enfant peut faire semblant avec la voiture. Il peut l'amener au garage, faire semblant qu'on met de l'essence, la faire réparer. Il peut même la faire parler s'il veut. Donc, il y a toutes sortes de façons d'utiliser cette voiture-là. Tandis que... elle est peut-être pas pour les tout-petits-enfants, là, par contre? Non, c'est ça. Hein, c'est ça, oui, OK. Ou, par exemple, la trousse du docteur aussi, ça permet de créer toutes sortes de scénarios avec le jeu du docteur. Mais il y a des jeux, par contre, des jouets à piles. Souvent, on pèse un bouton pour activer le mécanisme, le jouet va avancer, va reculer. Mais ça permet pas vraiment à l'enfant de développer son imaginaire avec ce jouet-là. Donc, on parle d'un jeu qui est moins intéressant, puis il va plus rapidement être délaissé aussi. Juste la boîte. Tu sais, la boîte du réfrigérateur qu'on fait venir, la boîte de la grosse télévision. Ça, les enfants, là, ils dessinent là-dessus, ils découpent ça, ça devient une maison. Ça devient un jeu, cette boîte-là. C'est une boîte, mais tout à fait. Simple. Cette boîte-là, qui a l'air très banale, pour un enfant, ça peut être un château, ça peut être une cabane, ça peut être aussi un tunnel pour ses voitures, vraiment toutes sortes de choses. Donc, il ne faut pas se surprendre si nos enfants sont plus intéressés par les objets banals que par des jouets qui ont l'air très intéressants, mais qui permettent peu de développer l'imaginaire, finalement. Maintenant, notre enfant, est-ce qu'on le laisse jouer seul ou nous, comme parents, il faut jouer avec eux? Et jusqu'où il faut jouer avec eux? Parce qu'on n'a pas le temps de jouer des journées entières. On aimerait bien ça, mais c'est pas possible. Mais comme tu le dis, des fois, les parents peuvent se sentir coupables parce qu'ils manquent de temps pour jouer avec leurs enfants. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu libre, donc quand l'enfant joue seul, c'est aussi important que lorsqu'il joue avec ses parents. Quand l'enfant joue seul, il développe son autonomie, il développe sa débrouillardise, ses initiatives également. Puis si on manque vraiment de temps, moi, je dirais de vraiment profiter des activités de la vie quotidienne et d'intégrer le jeu à travers ces tâches-là. Donc, plutôt que de dire à l'enfant, bien, va jouer plus loin pendant que moi, je fais telle tâche. Bon là-dedans, je pense. Je suis certaine. Bien, profiter des tâches domestiques pour amener l'enfant, lui donner une responsabilité. Souvent, les enfants aiment ça. On peut lui demander d'être notre assistant, par exemple. Disons qu'on va faire l'épicerie et notre enfant nous accompagne. On peut créer des jeux de devinettes autour des aliments qu'on met dans le panier. Est-ce que tu penses que les carottes, ça vient de la terre ou que ça pousse dans les arbres? On peut aussi enrichir ses connaissances générales. Lui demander d'aller chercher les ingrédients qui nous manquent, travailler la mémoire auditive en même temps. Donc, il y a toutes sortes de contextes qu'on peut utiliser. Ou si on fait la lessive, ben, on peut demander à l'enfant de chercher les paires, les chaussettes de la même couleur ou les serviettes de la même grandeur. Donc, profiter de ces occasions-là pour intégrer le jeu. Moi, j'ai une dernière question pour la spécialiste du développement de l'enfant que tu es. Les fameux jeux sur tablette, ordinateur, quelle place est-ce qu'on peut laisser à ça, à nos enfants? Est-ce que ça contribue à un certain développement? C'est une très bonne question, puis je me la fais souvent demander, cette question-là. Moi, je dirais que ça dépend de l'utilisation qu'on en fait. C'est toujours en termes de quantité, en termes d'usage. Ça ne remplacera jamais l'interaction avec le parent ou avec l'entourage. Donc, il ne faut pas s'en servir un peu comme la télévision,
comme une gardienne, c'est pas ça l'idée. Mais il y a des applications qui sont très intéressantes pour les enfants éducatives. Mais c'est comme toute bonne chose, ça dépend de l'utilisation, de la durée et tout ça. Il faut doser parce qu'à 2 ans, ils ne jouent pas ensemble. À 13 ans, non seulement ils ne jouent plus ensemble, mais ils ne se parlent plus, ils se textent. Ça. Donc, on se bat un peu contre ça. Mais merci beaucoup. Merci Agathe. On a déjà hâte à ta prochaine chronique. Super.